Ah, pardon, excusez-moi. Donc, bonjour, Elodie Marchand, je suis pneumologue au CHU de Bordeaux. Ma collègue Julie Massé, également pneumologue. Et on a la chance d'avoir également Virginie Hulot avec nous, qui est au deuxième rang, voilà, qui est attachée de recherche clinique au CHU de Bordeaux en pneumologie. Et puis Gaëlle Dourgue qui arrive, qui est professeur de radiologie à Olivec. Et donc cette présentation, en fait, elle va être à 2 voix et demie. C'est-à-dire que Julie et moi, mais également Grégoire Prévost qui n'est pas là, qui est pneumologue à Toulouse, qui est un de nos collègues et amis. Et en fait, c'est une présentation que Julie avait fait avec Grégoire à la réunion des pneumologues du Sud-Ouest, que j'ai un peu modifiée. Et il se trouve que Grégoire a fait une réunion patient la semaine dernière à Toulouse, donc on a un peu fait un petit mélange de différentes présentations. Donc c'est l'occasion de le remercier en même temps. Donc tout d'abord, un petit point sur ce que vous connaissez, c'est-à-dire des traitements antifibrosants dans la fibrose pulmonaire, idiopathique ou non, que l'on connaît maintenant depuis plus de 10 ans. Avant, on n'avait pas du tout de traitement efficace. Et vous connaissez bien ces deux traitements qui sont la pirfélidone, l'esbriette ou le nintédanib, l'OFEV, qui sont sortis autour de 2014. Et ça, ce sont les publications originales qui ont conduit à la commercialisation de ces deux traitements. Leur objectif n'est pas d'inverser la fibrose, mais de ralentir l'évolution, comme vous le savez très probablement. Et donc ça, ce sont les courbes d'évolution de la fonction respiratoire par rapport au placebo. Vous voyez que ces médicaments ont démontré leur efficacité. Ça leur a valu une indication, et donc ça, c'est extrait du diagnostic et de soins de la fibrose pulmonaire. Nations françaises mais également internationales qui nous ont conduit à proposer aux patients dès le diagnostic l'un de ces deux traitements. Dès le diagnostic, c'est important parce qu'on sait maintenant qu'on peut avoir des poussées de la maladie qu'on appelle une exacerbation et qui peuvent être vraiment des tournants évolutifs. Et donc ça, c'est le cas dans la fibrose pulmonaire idiopathique, mais c'est également le cas dans d'autres types de fibrose pulmonaire qui peuvent être d'autres origines et qui progressent sur un mode fibrosant. J'entends que le vocabulaire n'est peut-être pas très aidant. Je vais essayer d'être au maximum compréhensible. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que outre ces essais cliniques quand même très bien conduits, qui ont montré une efficacité et un ralentissement du déclin de la fonction respiratoire, des recommandations françaises, des recommandations internationales, il y a quand même des critiques autour de la prescription de ces traitements, et peut-être que certains d'entre vous ont vu ce journal Prescrire, qui est un journal connu, qui se veut indépendant de l'industrie pharmaceutique, et qui passe un peu au crible ces traitements, et notamment leurs effets secondaires, qui, comme vous le savez, sont importants, et qui ont été quand même assez critiques vis-à-vis de ces traitements. En tant que patient, vous avez peut-être entendu ça, votre médecin traitant aussi, vous avez peut-être un avis là-dessus. Nous, en tant que pneumologue, on ne remet absolument pas en cause, sur la base de ces articles-là, l'efficacité et l'intérêt pour nos patients de ces deux médicaments. C'est important qu'on en parle, en fait, qu'on vous donne aussi notre positionnement vis-à-vis de médecins qui sont très très critiques vis-à-vis de ces molécules. Pour nous, ce sont des molécules efficaces qui clairement permettent plusieurs avancées. Alors c'est sûr, si on regarde les risques, malheureusement, pour certains, vous les connaissez, il y a des effets indésirables de ces traitements, de l'un comme de l'autre. On ne va pas les lister, mais qui parfois conduisent à des arrêts de traitement et qui, du coup, sont importants et ont un impact sur l'évolution, puisque la maladie, à ce moment-là, n'est plus traitée. Et là, c'est un peu la même chose, et ça, ce sont les chiffres français, c'est-à-dire qu'on estime, et ça, c'est la persistance du traitement
grâce à un programme d'accompagnement qui s'appelle OPAL, qui est un programme français d'aide à l'adhésion au traitement, avec l'aide d'infirmières qui vous appellent et qui vérifient avec vous des effets indésirables potentiels. Et vous voyez que malgré cet accompagnement, entre le moment où un patient commence à prendre un traitement et avec le temps, eh bien, à 9 mois, il n'y en a plus que 71% qui prennent ce traitement. Justement parce que c'est parfois très difficile à tolérer. Et c'est le cas pour les deux traitements, hein, puisque quand on regarde ici une étude, on dit nous en vraie vie, c'est-à-dire que ce n'est pas les données des essais cliniques, c'est des données en vraie vie, que ce soit pour la pirfénidone qui est en bleu ou pour le nintédanib qui est en rouge, on voit qu'avec le temps, eh bien, on a des arrêts de traitement qui sont de plus en plus importants du fait de ces effets secondaires. Pour autant, comme je vous l'ai dit, ces médicaments ont quand même un vrai bénéfice. D'une part, ils ralentissent le déclin de la fonction respiratoire, comme je vous l'ai déjà montré, mais également, ils réduisent le risque de décès, une réduction du risque de poussée. Avec le nintédanib, ça c'est très clair. Avec la pirfénidone, il y a moins d'études, mais probablement c'est le cas aussi. Sur des critères qui sont importants pour vous dans votre vie quotidienne, sur la qualité de vie, il y a aussi eu des études qui ont montré que ces médicaments amélioraient la qualité, malgré les effets indésirables que je vous ai montrés. Donc, oui, en effet, ils sont de tolérance difficile, et malheureusement certains d'entre eux ont des dépendances, mais pour d'autres, il y a une amélioration de la qualité de vie si on prend en global. Et puis, il y a aussi une amélioration des symptômes. Alors là, je vous ai mis que le nintédanib, mais on a aussi des études, notamment dans la toux pour la pirfénidone. On voit bien ici que sous nintédanib, qui est donc en versus le placebo en bleu clair, on a pour ce qui est par exemple l'essoufflement, c'est ce qu'on appelle la dyspnée. On a moins d'essoufflement dans le bras traitement que dans le bras placebo. Pour ce qui concerne la toux, et donc là c'est un score de toux, on a également moins de toux dans le bras traitement que dans le bras placebo, mais également sur la fatigue, on en parlait ce midi ensemble. Donc, oui, pour les pneumologues, ce sont des médicaments avec des effets secondaires, mais on estime, et c'est le positionnement des recommandations, que les bénéfices attendus sont supérieurs aux risques. On peut donc vous les proposer. Et donc finalement, ça c'est notre vision de pneumologue. Il y a une étude intéressante française qui s'est intéressée à ce que vous en pensez. Et je trouve que c'est intéressant parce que nous, on a tendance, quand on présente à nos patients ces traitements, à mettre en avant tous les effets secondaires potentiels, aussi parce qu'on a peur d'en oublier et que vous soyez parfois à la maison un peu seul face à des effets secondaires dont vous n'avez pas connaissance. Et donc ça, c'est un peu difficile. Mais en fait, on se rend compte qu'on vous fait quand même une liste qui n'est pas très encourageante. Voilà, qui ne donne pas du tout envie. Et donc, parfois, on a même des patients qui nous disent, écoutez, tout ce que vous me racontez, un médicament pas miraculeux et une liste d'effets secondaires, franchement, ça interroge sur est-ce que vraiment il faut que je le prenne. En tout cas, dans cette étude-là, qui était un questionnaire envoyé au pneumologue, et après le pneumologue pouvait remédier à ces patients, on s'est rendu compte que les priorités des patients qui sont ici en vert, les priorités pour le pneumologue et les priorités pour les aidants, qui sont ici en jaune, pouvaient quand même différer. Et ça, c'est important aussi qu'on voit quelles sont vos attentes, qu'on puisse y répondre. Et par exemple, si on parle des priorités des patients quant à l'instauration des antifibrosants, eh bien, pour le pneumologue, c'était la qualité de vie qui arrive en premier. Et puis, l'espérance de vie, peut-être un petit peu moins. Et vous, en tant que patient, vous dites que vous voulez les deux. Pour ce qui se dit sur les effets secondaires, nous, on avait l'impression, enfin là quand même on est plutôt d'accord, hein, on veut vivre un petit peu plus longtemps, on veut que vous viviez un petit peu plus longtemps, même au prix d'effets secondaires. Mais là aussi, le curseur de ce qu'on veut supporter
et pas toujours le même pour le médecin, pour le patient, et d'un patient à l'autre, et également pour les aidants. C'est sûr qu'on met ça un peu en balance. Et puis ça, je trouve que c'est intéressant. Effet secondaire, là, c'est finalement qu'est-ce que vous avez ressenti une fois que vous avez initié le traitement, que vous avez fait l'expérience du traitement. Et bien finalement, on vous fait une liste tellement importante que plus de 70% des patients et des aidants ont trouvé que les effets secondaires étaient moins importants que ceux auxquels ils s'attendaient. Donc, à nous aussi d'entendre que peut-être la liste peut être un peu raccourcie. Tout du moins, peut-être qu'il faut plus qu'on mette en avant les bénéfices du traitement. Les bénéfices ont été jugés comme plus importants qu'attendus après l'initiation du traitement par les patients, moins par les pneumologues. Donc vous voyez que nous, on a peut-être des objectifs qui sont trop chiffrés. Tout à fait possible. Et après, sur le global, ce que les patients ont considéré comme finalement un rapport bénéfice-risque plutôt favorable, donc plus en faveur du bénéfice, ben là aussi, les patients et les soignants ont plutôt jugé que c'était les aidants, pardon, les patients et leurs aidants ont plutôt jugé que c'était positif. Donc, ben, c'est vraiment le genre d'études intéressantes qui nous permettent de mieux se comprendre les uns et les autres. Et donc, au final, ben, compte tenu des problèmes de tolérance de ces deux traitements qui amènent parfois à un arrêt prématuré, quand même, on l'a vu, d'effets positifs, ça c'est indéniable, hein, parce que vraiment maintenant ça n'est plus à prouver, mais quand même un peu trop modeste par rapport à l'ambition qu'on a d'un traitement. On a besoin de développer de nouvelles molécules mieux tolérées et plus efficaces. Et c'est là que vous entendez parler des essais cliniques. Alors un petit rappel sur ce que c'est que la recherche clinique et pour comprendre comment les traitements sont développés. Donc d'abord, avant que ça arrive chez l'homme, il y a quand même beaucoup de phases de recherche fondamentale où on essaie de comprendre les voies mécanistiques, de comment est-ce qu'on arrive à un processus fibrosant et comment est-ce qu'on peut potentiellement le ralentir ou l'empêcher. Et donc il y a des essais d'abord en laboratoire, puis chez l'animal, et puis après il y a le process de fabrication. Ensuite, il y a la première phase où on essaie le médicament sur des volontaires sains pour juger de sa tolérance. C'est-à-dire qu'on ne veut pas savoir si c'est efficace, ce sont des volontaires sains qui ne sont pas malades, on veut savoir si c'est bien toléré. Si on passe cette barrière-là de la tolérance, on arrive en phase 2, où là, on teste l'efficacité, mais sur un petit nombre de malades. Et puis si on passe la phase 2, et bien là, on a besoin d'élargir la population pour savoir si cet effet qui nous a semblé encourageant est vérifié sur un grand panel de patients. Et ça, ce sont les essais de phase 3 auxquels on a accès, puisque c'est les essais qui incluent le plus de participants dans les grands hôpitaux. Et puis ensuite, une fois que la phase 3 a démontré l'efficacité d'un traitement et sa relative innocuité, il y a l'approbation réglementaire des agences de santé pour valider l'indication, négocier le prix avec les laboratoires, etc., qu'il y ait une autorisation de mise sur le marché et l'accès aux médicaments. Mais bien sûr, la recherche sur les médicaments ne s'arrête pas une fois qu'il est commercialisé. Ensuite, il y a une phase 4 où on étudie en vraie vie l'efficacité, mais également la tolérance de ces traitements. Et donc, comment ça se passe quand on vous propose un essai clinique? Et donc ça, on a la chance d'avoir Virginie qui est très investie dans cette mission. Il y a d'abord la présélection du centre. Donc on est sélectionné quand on prend en charge un nombre important de patients atteints de la maladie à l'étude. Donc il y a le promoteur, le sponsor qui viennent dans le centre et qui voient si on a des patients potentiellement incluables, si on remplit le cahier des charges qui est assez stringent quand même, des démarches et de la réglementation autour de la recherche clinique. Donc là, c'est beaucoup Virginie qui
travaille là-dessus. Et puis une fois qu'on est véritablement sélectionné, qu'on met en place l'étude, eh bien, le patient est vu en visite qu'on dit de screening, c'est-à-dire qu'on voit si vous remplissez les critères souvent très sévères hein, dans les essais. Et ensuite, il y a la phase dite de randomisation. Donc, randomisation, ça vient de random en anglais qui veut dire au hasard. Et donc, c'est le tirage au sort sur le patient reçoit le traitement ou le placebo. Ça, c'est quand il y a seulement 2 bras. Un bras de traitement et un bras placebo, mais vous verrez dans les études que Julie va vous présenter que parfois il y a 3 bras. Il y a un bras placebo, un bras avec une dose, un bras avec une deuxième dose. Et donc ensuite il y a la phase de traitement, de dispensation, et le suivi qui va avec, et la fin du protocole. Et parfois, quand les essais sont concluants, avec des efficacités confirmées, on a une phase dite en ouvert, où on propose à tous les participants, quel que soit le bras dans lequel ils étaient pendant l'étude clinique, de recevoir le traitement à l'étude et on va continuer à les suivre. C'est comme ça qu'on a actuellement l'étude Fibronir-ON qui est en phase ouverte de l'étude Fibronir. Et donc, quand est-ce qu'on propose un protocole? Eh bien, quand on a tous les critères remplis du protocole, c'est donc la phase de screening, et à la visite de screening, donc il y a tout un tas de paramètres, et bien sûr la signature du consentement qui est le prérequis absolument indispensable. Il faut que vous soyez d'accord avec tout, y compris avec les examens réalisés lors de la visite de screening. Donc pour ce qui est des antifibrosants, on va actuellement parler que des essais de phase 3, parce qu'en fait, il y en a énormément. Donc ça, c'est une diapo de Vincent Cotin que je vais cliquer, qui je trouve est assez intéressante parce qu'elle montre qu'en fait, on a l'impression que là, il y en a 2 ou 3, mais en fait, il y en a énormément qui sont en cours et qui juste passent pas la barre des phases 3, mais il y en a tellement que ça va finir par arriver. Et je vais laisser la parole à Julie pour le dérouler. Merci. Bonjour à tous. Donc, on a sélectionné les études les plus pertinentes, les plus récentes et qui apportent des résultats plutôt prometteurs. Donc, la première étude dont on voulait vous parler, c'est l'étude Fibronir qui étudie le nérandomilast. Le nérandomilast, c'est un médicament antifibrosant qui agit sur une voie différente des 2 médicaments qu'on a actuellement. Et elle a été étudiée, cette molécule, dans les fibroses pulmonaires idiopathiques et la fibrose pulmonaire progressive. Une progression, dans notre jargon, ça veut dire aggravation. Mais c'est important de le savoir. Et dans cette étude, on avait 3 bras, des patients qui recevaient un placebo, des patients qui recevaient le nérandomilast à la dose de 9 mg 2 fois par jour, et des patients qui recevaient le nérandomilast à 18 mg 2 fois par jour. Et le critère de jugement principal, c'était la variation de la capacité vitale. La capacité vitale, c'est ce qu'on mesure quand on vous fait faire des tests de souffle et qu'on vous demande de souffler fort à un moment. On mesure la capacité vitale forcée, et donc c'était le critère de jugement principal de cette étude à 1 an de traitement. Donc, concernant la fibrose pulmonaire idiopathique, les résultats ont été positifs, c'est-à-dire que vous voyez sur les courbes, les patients qui étaient traités par nérandomilast, les 2 courbes du haut, avaient un déclin de la capacité vitale moins important que les patients qui étaient sous placebo. Et cet effet-là apparaissait que le patient soit sous nintédanib au préalable et en concomitance, sous pirfenidone. Et dans les fibroses pulmonaires progressives, on a à peu près les mêmes résultats avec un ralentissement du déclin de la capacité vitale forcée chez les patients traités versus les patients sous placebo. En termes de tolérance, c'était une molécule plutôt bien tolérée par rapport au nintédanib, notamment avec les effets secondaires qu'on connaît digestifs. Donc voilà, un profil de tolérance acceptable.
on va dire, avec principalement des effets secondaires digestifs avec des diarrhées. On peut avoir aussi une perte de poids, mais voilà, c'était plutôt mieux que les autres. Ensuite, si on regarde les patients qui étaient traités au préalable par la pyrphénidone, on avait des effets digestifs modérément importants, enfin quand même 35% des patients. Les patients qui sont sous nintédanib ont des effets secondaires digestifs, vous voyez, très importants, 60%. Et donc là, c'est vraiment très important, un message à transmettre. Il faut que nous, on vous prévienne que ça peut arriver et il faut surtout agir si vous avez des effets secondaires qui apparaissent. On a des traitements symptomatiques des effets indésirables digestifs et si ça ne suffit pas, il ne faut pas soit arrêter dans votre point de traitement en se disant bon, bah, j'en veux plus, ou alors continuer à prendre le traitement coûte que coûte et perdre beaucoup de poids en raison de ces effets secondaires. Il faut bien sûr nous prévenir, en parler à votre médecin traitant, nous en parler. On a des moyens de diminuer en tout cas ces effets secondaires. Et donc sous les randomilastes, on a des effets secondaires moins importants. Donc, ces études fibromyalgie dans la fibrose pulmonaire idiopathique et progressive ont permis d'obtenir un accès compassionnel au traitement, donc, qui est en cours, pour les patients qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique ou une fibrose pulmonaire progressive dans une situation d'aggravation de la maladie alors qu'il y a déjà un traitement en place par un antifibrosant ou alors s'il y a une intolérance aux antifibrosants. Donc le nérandomilast, il peut être donné tout seul ou en association avec pyrphénidone ou au nintédanib. Ensuite, un autre essai, l'essai Titon, avec le tréprostinil inhalé. Donc le tréprostinil inhalé, c'est intéressant son histoire parce qu'il a été testé initialement dans l'hypertension pulmonaire, donc c'est une autre maladie pulmonaire, l'hypertension pulmonaire associée aux pneumopathies interstitielles diffuses, et ils se sont rendus compte qu'il y avait certains patients qui amélioraient leur capacité vitale, alors que ce n'était pas vraiment un effet attendu. Et donc, ils ont testé le tréprostinil inhalé chez les patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique ou de fibrose pulmonaire progressive, avec, il fallait quand même une respiratoire suffisante. On en parlait tout à l'heure à table, souvent, les critères d'inclusion nécessitent une fonction au-dessus d'un certain seuil. Et donc là, il fallait une capacité vitale supérieure à 45%. Les patients pouvaient avoir leur traitement antifibrosant habituel. Et donc c'était un traitement contre placebo, le traitement se prenant avec 4 nébulisations par jour. Le critère de jugement principal, c'est le même, la variation de la capacité vitale forcée à 1 an, à 52 semaines. Et dans la fibrose pulmonaire idiopathique, on a à nouveau, vous voyez, on retrouve toujours un petit peu les mêmes résultats, une capacité vitale forcée qui plutôt se maintient assez longtemps, et en tout cas qui décline moins que les patients qui sont sous placebo. C'est une étude d'assez grande envergure avec presque 600 patients. Le profil de tolérance était bon, il n'y avait pas plus d'effets indésirables sérieux, sévères par rapport au placebo, il y avait quand même plus de tout ce qu'on voit souvent dans les traitements inhalés. Donc là, on retrouve les effets secondaires. Oui, bon, voilà, c'est pour comparer les effets secondaires des patients sous tréprostinil versus les patients sous placebo. Et finalement, il n'y avait pas de différence entre les deux bras. Voilà, donc tréprostinil inhalé, pour l'instant, il est en cours d'évaluation, il n'a pas l'AMM, on est encore assez tôt dans la recherche, mais ça semble être aussi une molécule très prometteuse. Et le fait d'être administré par voie inhalée, il y a beaucoup moins d'effets secondaires systémiques, donc c'est tout l'intérêt de ces traitements locaux. Ouais, ça c'est difficilement compréhensible. Ensuite, autre molécule, l'admilparant. L'admilparant, c'est un antifibrosant qui agit sur une autre voie encore que les précédentes molécules et qui a aussi été testé à 2 doses différentes contre placebo dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Une fibrose pulmonaire idiopathique qui avait aussi des critères de sélection
avec une capacité vitale supérieure à 45%. Et TLCO, ça aussi, c'est un autre paramètre de mesure de la fonction respiratoire qui va être au-dessus de 25%. Et on a aussi moins de déclin de la capacité vitale par rapport au placebo. Il n'y avait pas, enfin, pareil, le profil de tolérance était tout à fait correct. On n'avait pas plus d'effets secondaires sous un médicament que sous placebo. Et là, c'est l'étude dans la fibrose pulmonaire progressive qui montre globalement les mêmes résultats. Donc, l'étude a été ouverte notamment au CHU de Bordeaux. Peut-être que certains d'entre vous ont participé à l'étude ALOFT, qui est une étude de phase 3, justement pour tester l'efficacité à plus grande échelle de l'admilparant dans la fibrose pulmonaire idiopathique et dans la fibrose pulmonaire progressive, toujours avec ce même critère de jugement principal qui est la variation de la capacité vitale. Et on n'a pas encore les résultats de phase 3. Ouais. Ensuite, une autre molécule alors, que vous connaissez probablement déjà, qui est la pirfénidone, l'esbriette. Mais l'esbriette, le problème, comme on l'a dit, c'est le problème de tolérance, notamment digestive et de photosensibilité. Et la molécule a été développée sous forme inhalée dans la fibrose pulmonaire idiopathique, parce que quand on a un traitement inhalé, comme on l'a dit, moins de passage systémique et on a beaucoup moins d'effets secondaires, comme vous pouvez voir dans les diagrammes ci-dessous. On n'a pas du tout, la pirfénidone inhalée c'est en bleu, hein. On n'a pas du tout de problème de nausée, contrairement à la pirfénidone orale ou au placebo. On a quelques éruptions, mais peu importantes, un peu de diarrhée, un peu de dyspepsie, c'est un problème de digestion, mais globalement, c'est beaucoup mieux toléré que la pirfénidone orale. Et donc là, on a une étude mixte qui a aussi été ouverte dans le service pour étudier l'efficacité de la pirfénidone inhalée dans les fibroses pulmonaires progressives. Voilà. Donc, on n'a pas encore les résultats non plus de cette étude, hein, mais c'est en cours. On a des patients en cours de traitement. Donc, la recherche est dynamique. Hein, on voit, il y a beaucoup de molécules qui sont testées, beaucoup de molécules qui arrivent à franchir les étapes de la phase 1, la phase 2, la phase 3. On a actuellement le nintédanib et la pirfénidone commercialisés. On a maintenant aussi le nérandomilast en compassionnel dans les formes aggravatives ou d'intolérance des antifibrosants. Donc c'est plutôt encourageant. Voilà, beaucoup de molécules. En fait, j'ai déjà fait la conclusion. Alors oui, juste une petite chose, le nérandomilast, le positionnement est encore à définir. Hein. Donc là, on l'a pour l'instant dans les fibroses pulmonaires idiopathiques ou progressives qui s'aggravent ou quand on ne tolère pas les antifibrosants. Reste à savoir quand on aura l'AMM, vraiment quand ce sera commercialisé, à quel moment on proposera, si on proposera en première intention ou en bithérapie. Ça, pour l'instant, on n'a pas du tout la réponse à ça. Voilà. Et notre équipe, des maladies pulmonaires avec les neuroradiologues, les pneumologues, le docteur Maigret qui est l'anatomopathologiste, hein, si jamais on a besoin de faire une autopsie pulmonaire. Et merci beaucoup. Comme l'a dit Julie, actuellement c'est un accès compassionnel, donc les règles c'est aggravation malgré un traitement antifibrosant ou intolérance à un traitement antifibrosant. Donc aujourd'hui, nous, on se doit d'être disciplinés aussi, et donc on propose le nérandomilast dans ces situations-là, exclusivement. Donc vous ne le proposez pas, dit autrement, en bithérapie Si, on le propose en bithérapie. Effectivement, j'ai fait une demande pour un de mes patients qui est sous un antifibrosant et qui progresse. Et donc, j'ai fait une demande de nérandomilast en accès compassionnel. Et en conservant l'autre antifibrosant. Il y a peut-être quand même une action... avec les deux. Exactement. Actuellement, on ne peut pas savoir chez un patient qui progresse sous antifibrosant si l'antifibrosant est inefficace ou s'il est insuffisamment efficace.
Et ce que nous dit l'essai Fibromyr que vous a montré Julie, c'est que chez les patients sous antifibrosants ou sans antifibrosants, le nérandomilast était efficace. Mais finalement, on ne sait pas dire si on n'a plus besoin des autres antifibrosants. On ne sait pas dire ça encore. Donc pour le moment, chez des gens qui le tolèrent bien, bah, on le laisse. Merci. On va prendre une question. Alors, les génériques sont censés avoir des principes actifs exactement les mêmes que les molécules originales. Donc, oui, ça pose dans aucun problème d'efficacité. Après, il faudra voir en termes de tolérance, parce que les excipients ne sont pas les mêmes. Donc, en tout cas, il n'y a pas il n'y a pas à ce stade à privilégier l'OFEV ou la pyrphénidone ou l'esbléène par rapport au générique. Quand le pharmacien va nous proposer un générique, on l'accepte. Et on est peut-être vigilant par contre sur est-ce que ça se passe comme avant, est-ce qu'il y a peut-être des effets qu'on n'avait pas avant, ce genre de choses. Et on en parle à son pharmacien et à vous éventuellement si on constate quelque chose. Oui, c'est ça. Merci. Juste pour compléter, il y a une liste de médicaments pour lesquels on peut demander à ce que ce ne soit pas substituable, mais c'est quand même très réglementé. Donc à aucun moment, voilà, on ne pourra pas demander l'absence de substitution non plus, nous, en tant que pneumologue. Donc en effet, dans la mesure où l'efficacité est la même, ce sera surtout la question de la tolérance et des excipients, mais on a quand même de l'expérience. Typiquement, la pyrphénidone est maintenant génériquée, et ça se passe très bien avec le générique de la pyrphénidone.